Le grand débat avec Francis Laloupo. Tout de suite, le débat du jour. Africa numéro 1, le grand débat. La mémoire de Laurent Désiré Kabila en République démocratique du Congo. La RD Congo commémore depuis quelques jours le 13e anniversaire de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, celui qui dirigea l'ex-Zaïre, devenu la RD Congo depuis, celui qui a dirigé d'ailleurs ce pays du 17 mai 1997 au 16 janvier 2001, date de son assassinat. Que reste-t-il aujourd'hui en RD Congo de l'héritage de celui qu'on appelle le Mzé, l'artisan de la chute du régime du maréchal Mobutu? C'est la question de ce grand débat. Et pour y répondre, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique à Nancy, dans la bonne ville de Nancy. Moïla Chiembe, bonsoir. Bonsoir Francis. Merci d'être avec nous et nous sommes au téléphone avec Jean-Louis Tchibalanga, président de la Convergence pour l'émergence du Congo. Jean-Louis Tchibalanga, bonsoir. Oui, bonsoir à vous aussi. Merci d'être avec nous. Alors, Moïla Chiembe, alors, d'abord rappelons que Laurent Désiré Kabila fut cet homme qui a été présenté comme un opposant constant au maréchal Mobutu, réfugié dans un maquis de l'Est du Zaïre, longtemps considéré d'ailleurs par l'Occident, pendant la guerre froide, comme un suppôt du communisme dans la région d'Afrique centrale. Il avait même accueilli, on s'en souvient, le Che Guevara dans son maquis. Et après la guerre froide, les Américains lâcheront leur allié Mobutu en laissant Laurent Désiré Kabila et ses troupes de l'AFDL, avec le soutien des éléments rwandais et ougandais, partir à la conquête de Kinshasa. Alors avec le recul aujourd'hui, vous qui évidemment connaissez bien cette histoire, est-ce qu'on peut parler d'une chute programmée de Mobutu, programmée notamment par le pouvoir américain? Je ne sais pas si on peut parler de chute programmée, mais ce qui est vrai, c'est que au moment où les vents de l'histoire tournent, la fin de la compétition Est-Ouest va coïncider, heureusement ou malheureusement, avec la réversion de la santé du président Mobutu. Donc le président Mobutu est malade. Les Américains savent mieux que personne que la maladie était incurable et que ce n'est qu'une question de mois, voire de jours, pour que Mobutu puisse mourir à cause de son état de santé qui s'était fortement dégradé. Donc les Américains ont été à tort ou à raison, à la base de la prise de pouvoir par Mobutu au détriment de Lumumba. C'est ça. Ils se rendent compte que 32 ans après, les vents de l'histoire ont tourné, que le monde change. Mobutu qui était un allié quand même, je veux dire, des États-Unis, un allié constant, fidèle, on disait même qu'il était un agent de la CIA. Absolument, oui. Il était parmi les rares dirigeants africains et qui avait une constance au regard des États-Unis d'une manière particulière et de l'Occident en général. Donc, les Américains ne s'étaient pas doutés de ce qu'il était, mais ils se sont rendus compte par réalisme que Mobutu mourant, il fallait peut-être se réconcilier avec l'histoire du Congo en créant les conditions pour que arrive au pouvoir. Est-ce que ce n'est pas simplement la recomposition des alliances sur la scène internationale après justement la guerre froide qui faisait que voilà, les anciennes alliances n'étaient plus valables, étaient périmées? Justement, ils se sont rendus compte que les choses avaient changé et qu'il fallait trouver de nouveaux partenaires. Et dans l'esprit, ce n'est pas encore écrit, mais dans l'esprit notamment du gouvernement de Clinton, l'idée était que les États-Unis devraient se réconcilier avec le Congo ou avec les Congolais pour avoir été à trois raisons à la base de l'assassinat de Lumumba et des luttes contre lui. Et ce serait pour l'intérêt de l'Amérique d'aider un de partisans lumumbistes, maquisard comme vous venez de l'indiquer, Laurent Désiré Kabila, à prendre le pouvoir à Kinshasa. Est-ce qu'au départ c'était pour prendre le pouvoir? Nul ne sait. Est-ce que c'était pour créer les conditions de mettre Mobutu en situation d'une obligation? Parce qu'au départ c'est le gouvernement rwandais qui a un projet. Lorsque Kagame arrive au pouvoir dans la précipitation du génocide, à tort ou à raison, il pense que Mobutu avait une intention de réarmer les Interamwe et autres forces qui s'étaient réfugiés dans l'Est. Voilà, qui s'étaient réfugiés dans l'Est de la RDC. Donc, il en conclut qu'il faut une guerre éclair dans les camps. Et cette guerre avait pour objectif d'abord de créer les conditions, tuer ce qu'on peut tuer, des Interamwe, autres génocidaires, aider dans le deuxième temps à récupérer une partie des exilés qui rentreraient au Rwanda et créer les conditions éventuellement de pouvoir discuter un ordre de paix avec Mobutu. Il y avait aussi le fait que les Américains avaient
mis en place un logiciel qui considérait que le Rwanda, l'Ouganda étaient, disons, en quelque sorte, les dirigeants, enfin les pays africains les plus... c'est la théorie de nouveaux dirigeants. Les élus, quoi. Les fameux africains nouveaux dirigeants. dont parlait Clinton, c'est-à-dire il fallait miser sur Laurent Désiré Kabila, Museveni, Kagame et Meles. Et puis le dirigeant de l'Érythrée, qui pour Clinton, d'après ce qu'on lui avait dit ou ce qu'il pressentait, serait un modèle des dirigeants qui ont fait la guerre. D'un autre type. Voilà, ce serait une nouvelle génération de dirigeants avec lesquels il fallait composer. Alors, mais une fois au pouvoir, Kabila, avec ce discours anti-impérialiste, on s'en souvient, est devenu de plus en plus dérangeant pour les Occidentaux. Ici en France notamment, comme aux États-Unis d'ailleurs, on n'avait pas des mots assez durs pour critiquer son style et son régime. On s'en souvient. Laurent Désiré Kabila, voilà, manifestement, il dérangeait, mais pas seulement les Occidentaux, puisque même certains voisins, je pense notamment à Pascal Lissouba, qui dirigeait alors le Congo voisin, qui qualifiait le régime de Laurent Kabila de marxisme désuet. Vous vous en souvenez? Alors, à quel moment Kabila est-il devenu l'homme à abattre? Disons que au départ, dans la problématique, le projet de vassalisation de la République démocratique du Congo, ce n'était pas le projet de Laurent Désiré Kabila. D'après ce qu'on peut savoir, c'est-à-dire les déclarations de James Kabarebe, qui fut le chef de guerre mise en mouvement par Kagame, dans ses déclarations, il disait que Kagame lui-même ne connaissait pas Laurent Désiré Kabila. Mais puisque le projet était d'aller en République démocratique du Congo, au Zaïre, et de faire une guerre, notamment taper dans le camp des réfugiés, mais quand une armée étrangère où les armées étrangères entrent dans un pays sans l'autorisation du gouvernement, ça allait créer des problèmes. Alors, d'après Kabarebe, il s'est fait sentir le besoin de trouver une caution. Et il se serait adressé à l'ancien président Nyerere pour dire, nous voulons faire une expédition au Congo, mais dans l'hypothèse où on remarquerait que nos forces sont dans ce pays, il faut qu'on trouve quelque chose. Alors, c'est ces derniers qui auraient, il faut toujours utiliser le conditionnel, c'est ce dernier qui aurait dit, je connais un opposant farouche à Mobutu, un lumumbiste qui est à mes côtés et qui cherche à chasser Mobutu du pouvoir, mais si vous pouvez, par exemple, l'embarquer dans l'aventure que vous menez, il serait une caution nécessaire. Et c'est probablement dans ces conditions-là que mais Laurent Désiré Kabila avait son propre projet. Il avait lutté depuis pour chasser Mobutu, il n'en avait pas les moyens. Donc, le fait que les autres avaient un projet et il s'est embarqué dans ce projet tout en ayant le sien, sans savoir. C'était une conjonction d'intérêts, en fait, qui n'était pas forcément compatible, d'ailleurs. Alors, on parlera ensuite, justement, de la dette contractée par Kabila vis-à-vis du Rwanda. Rappelez-nous le contenu de ce deal particulier. Disons que lorsque les forces rwandaises et ougandaises sont entrées en République démocratique du Congo, donc au Zaïre, pour taper d'abord dans le camp des réfugiés, une partie des réfugiés est rentrée au Rwanda. Et une autre partie a été tuée, et la troisième, ou le reste, les gens se sont évadés à l'intérieur du Zaïre. Il fallait les pourchasser. Or, en les pourchassant, les forces étrangères entraient pleinement dans un État souverain. Et c'est à ce moment-là où Mobutu a dit, voilà une agression contre mon gouvernement, et a demandé aux Nations Unies d'agir. La France a dit qu'il fallait réunir le Conseil de sécurité pour voir pourquoi une force d'interposition. Pour une force d'interposition pour éviter l'agression aux Zaïre. Les États-Unis se sont opposés en disant, d'après nos satellites, il n'y a pas grand monde. Et d'ailleurs, c'est un dictateur, etc., etc. Il y a derrière une rébellion de Laurent Désiré Kabila et ses amis de l'AFDL qui veulent chasser Mobutu. Et comme partout on cherche la démocratie, etc., etc., il faut laisser une nouvelle opportunité aux Congolais. Voilà comment le deal est fait. Mais alors, lorsque vaille que vaille, comme l'appétit vient en mangeant, il ne savait pas que s'il était possible que les enfants soldats appelés Kadogo et les forces constituées du Rwanda arriveraient à Kinshasa. C'est en se rendant compte que Mobutu, en fait, la population ne le soutenait pas, même sa propre armée, les phases qu'il avait lui-même détruites à petit feu et que ses forces ne tenaient plus, écoutez, les autres se sont rendus compte qu'ils avançaient comme dans du beurre. Et il n'est resté qu'aller à Kinshasa au lieu, comme dans le premier projet, on entre à l'intérieur du pays, on contraint Mobutu à signer un accord qui interdirait son gouvernement à soutenir les Interahamwe. Mais ne voyant pas la force armée congolaise ou zaïroise
faire face à ce mouvement qui était soutenu par la population. Effectivement, la vague a tout emporté jusqu'à Kinshasa. Mais c'est à Kinshasa, en fait, que les autres, puisqu'ils pensaient que Laurent Désiré Kabila n'était qu'un pantin, hein, qui serait à leur Justement, solde. on en parlera après la pub. Ce fut assez rapidement, dès 1998 d'ailleurs, la rupture avec les parrains rwandais, une crise qui aura pour conséquence la naissance de plusieurs rébellions sur le sol du Zaïre, de l'ex-Zaïre, ce qui a entraîné ce qu'on a appelé la première guerre mondiale en Afrique. C'était sur le sol congolais. Retour du grand débat après la pub. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. En RD Congo, l'héritage de Laurent Désiré Kabila, nous en parlons dans cette édition du grand débat avec nos invités, Mwaila Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique à Nancy, et Jean-Louis Tchembalanga, président de la Convergence pour l'émergence du Congo, notre débatteur polémiste Tiambel Gembayara, qui va nous livrer son premier commentaire après ce qu'il a entendu, parce que vous étiez jeune à l'époque, hein. Oui, jeune, mais j'ai couvert en tout cas cette conquête de l'Est jusqu'à Kinshasa à Radio Kaira à l'époque où je suivais avec beaucoup d'admiration et beaucoup de joie. C'était en quelque sorte la continuation de ce qu'on n'a pas réussi à faire dans les années 60 au Mali avec le régime de Modibo Keïta. Lumumba était nationaliste, un Congolais, un héros de l'Afrique qui avait été considéré comme tel. La poursuite de sa lutte avec Pierre Moulélé, son ministre de l'Éducation à l'époque, et ensuite avec Laurent Désiré Kabila, Nzé, finalement baptisé comme tel, qui a quand même résidé à l'est de la République démocratique du Congo, qui a constitué Maki, qui a résisté, qui s'est battu, qui s'est mis en action, qui a répondu à l'appel du peuple, qui a combattu jusqu'à Kinshasa. C'est un exemple pour nous. Je ne trouve pas qu'il faille réduire aussi tout ce combat-là également à une opportunité, à une situation, à une fenêtre qui s'est ouverte. Il a quand même résisté, il s'est battu. Il faut aussi rappeler que si les Américains voulaient rendre un service au Congo, à la République du Congo, c'était peut-être de prouver, d'arrêter l'assassin de Lumumba ou de l'emprisonner ou de faire un procès là-dessus. Je crois que c'est le meilleur cadeau qu'on pouvait donner à ce peuple-là. Le Congo a quand même inspiré par ces leaders-là et par ce combat-là. À l'époque, chaque descente, chaque conquête était retransmise en direct. C'était des débats qui suivaient avec nos politiciens qui venaient en son temps également débattre du sujet. C'était un grand moment. Un grand moment, effectivement. C'est vrai. C'est exact. Jean-Louis Tchembalanga, vous êtes avec nous? Oui, c'est Tchembalanga. Tchembalanga, oui. Ouais. Oui, vous avez écouté tout le monde. Alors, on va continuer un peu à tourner les pages de l'histoire. Hein, voilà. Donc, on se souvient que en ayant essayé de s'affranchir de ses anciens alliés rwandais en 1998, Laurent Désiré Kabila a posé les fondements du contentieux entre le Rwanda et la RDC, contentieux qui se prolonge encore aujourd'hui avec les conséquences qu'on sait. Alors, plusieurs Congolais estiment que le pays continue de payer la dette contractée par Laurent Désiré Kabila vis-à-vis du Rwanda. Est-ce que vous partagez cette opinion? Mais je pense que ça n'a rien à voir avec le contrat qui a été signé, le contrat de l'Émirat qui a été signé avec Laurent Désiré Kabila. D'abord, il faut se poser la question, on va signer un tel contrat. Un contrat qui n'honore pas l'intégrité territoriale. Il y avait un contrat de co-gestion du pouvoir, manifestement, une fois arrivé à Kinshasa. Une fois que les troupes étaient à Kinshasa, il y avait manifestement un contrat de co-gestion du pouvoir. Oui, mais l'ensemble de tout ça montre déjà qu'il y avait un malaise au départ, une intention malsaine donc du président rwandais contre la République démocratique du Congo. Vous savez que ce monsieur Paul Kagame, lorsque vous suivez la plupart de ses interventions, notamment au niveau du CNN ou d'ailleurs au niveau du CNN, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que l'histoire du Congo, ça ne commence pas. Ça n'a pas commencé avec lui, ça a commencé avant qu'il soit né. Donc ça a commencé à l'époque du roi Léopold II. Vous voyez justement que déjà au départ, ce monsieur était déjà mal intentionné par rapport à la République démocratique du Congo. Alors si je veux un peu synthétiser, parce que j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a parlé, notre premier intervenant. Oui, il parlait, je crois qu'il utilisait beaucoup les conditionnels, c'est beaucoup plus prudent, mais il n'y a pas de fausseté dans tout ce qu'il a pu dire. Oui. Le mal a commencé à partir du moment où Mobutu était malade. Mais avant qu'il soit malade, il y a eu quand même une conférence nationale souveraine qui a été arrachée par le peuple congolais. Je dis bien arrachée. C'est vrai.
de manière à ce que nous puissions arriver à trouver une ligne de conduite qui allait faciliter la mise en place des institutions fortes. Et sur base de ces institutions, nous pouvons arriver à construire. Mais Mobutu ne peut pas être le seul mauvais dans cette histoire du refus de l'exécution du projet qui est élaboré par la Conférence nationale souveraine. Mobutu a été poignardé. Les premières personnes qui l'ont poignardé, ce sont des gens qui étaient autour de lui, c'est-à-dire ses conseillers, ses membres de famille qui étaient beaucoup plus proches de la tribu, tous ceux qui ont dirigé l'armée. Mais il était responsable quand même, c'était le chef de l'État. Et tous ceux qui ont dirigé notamment les services de sécurité ou les services des renseignements. Oui. Ce sont ces gens qui ont tout fait pour que la Conférence nationale souveraine ne puisse pas voir jour, ou plutôt que le projet ne puisse pas être mis en pratique. Résultat, on a vu le résultat, c'était quand même une résistance du régime justement aux décisions et de la conférence nationale. On a vu que c'est un régime qui a plutôt résisté au processus de démocratisation dans votre pays, au Zaïre à l'époque. Il a même étouffé. Moïla Chiembe dit que voilà, il a même étouffé d'ailleurs les conclusions de la conférence nationale. Directement avec la dictature du président Mobutu à l'époque. Oui. Le président Mobutu était prêt. Mais les gens qui ne voulaient pas que le président Mobutu puisse laisser, ce sont ceux qui ont dirigé le service des renseignements et ceux qui avaient l'armée avec eux. Donc c'était plutôt eux une occasion. Enfin, c'est lui qui décidait quand même. Hein. C'est quand même lui qui décidait quand même en dernier ressort. En dernier ressort. Mais vous savez que le dernier ressort, vous le décidez aussi par rapport à ceux qui vous apportent les informations. Oui. Donc c'est qu'on appelle le cercle le plus rapproché. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? Mobutu malade, ces mêmes personnes ont su que Mobutu n'allait pas faire long feu. Ce sont ces gens-là qui ont commencé, qui ont cru peut-être qu'avec ce qu'ils avaient des semblants d'armée ou des semblants de services de sécurité ou de renseignement, qu'ils pouvaient, après Mobutu, reprendre le pouvoir sans savoir exactement que déjà Kagame aussi était mal intentionné déjà au départ. D'accord. On va parler trop vite en besogne. Alors, Moïla Chiembe, alors, on a bien vu que, pour faire court, Kabila s'est trouvé quand même vite acculé par ses propres contradictions avec ce fameux deal avec le Rwanda. On a vu ce qui s'est passé en 98 quand la guerre a repris en RDC avec toutes ces rébellions donc qui ont émergé. Alors, j'allais vous demander, Kabila le Makiza, finalement, est-ce qu'il disposait de l'expérience nécessaire pour gouverner? Est-ce qu'il était assez outillé pour passer de la lutte armée à la gestion d'un État? Disons qu'il a soulevé une espérance qui dépassait tout ce qu'on avait connu au Congo. Pourquoi? Parce que la première mobilisation, la mobilisation sociale de la Conférence nationale souveraine dont venait de parler notre collègue tout à l'heure, a fait que les gens qui avaient espéré dans le changement démocratique Conférence nationale souveraine, voyant que Mobutu a repris la main en étouffant l'entreprise Tshisekedi, etc., la mobilisation militaire de Laurent Désiré Kabila avec les Rwandais et les Ougandais a été accueillie par les gens comme la dernière occasion d'en finir avec le régime de Mobutu. Donc, la première contradiction est que lorsque Laurent Désiré Kabila, arrivé à Lubumbashi, décide de se déclarer président, les Rwandais ne sont pas consultés. Les Américains non plus. Donc, depuis le départ de Goma jusqu'à Lubumbashi, pour les Rwandais, pour les Ougandais, pour les Américains, ce serait quelqu'un coopté par ou Kagame ou Museveni qui serait roi ou président à Kinshasa. Ah oui. C'est leur stratégie de vassalisation. Ah oui. Or, Laurent Désiré Kabila qui faisait le mort depuis Goma, il a même fait leur croire qu'il ne comprenait pas l'anglais et qu'il ne parlait que le swahili. Et ces gens le critiquaient en anglais avec l'idée qu'ils ne comprenaient rien. Oui. Et pour le Rwanda, pour les Américains, et Laurent Désiré Kabila n'était qu'un pantin. Or, après avoir tout entendu et fait semblant de ne rien comprendre, dès qu'il arrive à Lubumbashi, sans demander l'autorisation à personne, il est réuni une conférence de presse, il se déclare président. Et mettant... Ce qui n'était pas dans le plan. Mettant ses alliés. Ce qui n'était pas dans le plan. Alors, mettant ses alliés devant un fait accompli. Ce sont les Américains, en définitive, qui vont dissuader Museveni et Kagame en disant, ben alors, si vous n'acceptez pas celui qui s'est déjà déclaré comme président, c'est la seule personne qui puisse avoir
l'adhésion des Congolais pour arriver à Kinshasa. Lubumbashi est à quelque chose de 2000 km de Kinshasa. Oui. Si vous ne l'acceptez pas, parce que le Rwanda était prêt à contester. Alors, si vous le contestez, nous n'arriverons pas à Kinshasa. Et si nous n'arrivons pas à Kinshasa, votre affaire sera terminée. Ça, c'était le premier accroc. Laurent Désiré Kabila, que les Rwandais croyaient comme une marionnette, s'est révélé un vrai stratège en se déclarant président, les mettant devant un fait accompli. C'est ainsi qu'il est arrivé à Kinshasa comme président. Très bien. Et on connaît la suite. C'est très très intéressant ce que vous nous dites là. Alors, Kabila est assassiné le 16 janvier 2001, abattu de 3 balles par l'un des gardes rapprochés. Les coupables ont été désignés, plusieurs procès ont eu lieu, mais un mystère entoure toujours cet assassinat et aussi la manière dont fut porté au pouvoir, il faut le dire, hein, le fils Joseph Kabila, juste après la mort du père. Joseph Kabila qui bénéficia aussitôt de toutes les attentions des pays occidentaux, États-Unis et France en tête. De quoi se demander à qui profitait le crime. Avec Moïla Chiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique à Nancy, il est l'auteur, le dernier ouvrage paru, hein, il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont celui-ci qui vient de paraître ce mois-ci. Quel est le meilleur système politique pour la République démocratique du Congo? Fédéralisme, régionalisme ou décentralisation? Point d'interrogation aux éditions L'Harmattan. Nous sommes également au téléphone avec Jean-Louis Tibalanga. Jean-Louis Tibalanga, alors, donc voilà, on en est aujourd'hui donc au lendemain de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, donc assassiné le 16 janvier 2001. Son fils qui lui succède immédiatement. Alors, je disais que voilà, un mystère entoure toujours l'assassinat de Laurent Désiré Kabila et surtout voilà également cette succession rapide, accélérée comme ça. Son fils donc a été porté au pouvoir pratiquement dans les heures qui ont suivi l'assassinat de son père et qui a bénéficié soudain lui du coup de la bienveillance des pays occidentaux. C'est quoi votre question en fait? C'était ça ma question. Je voulais votre commentaire. Ben, écoutez, vous savez, de la même manière où vous avez été étonné d'une manière émerveillé par l'exposé de notre frère qui a parlé tout à l'heure, Oui. de la même manière, vous pouvez encore étonner dans beaucoup des choses qui se passent au Congo. Puisque vous parlez de la mort de Laurent Désiré Kabila, Oui. dont le procès n'est pas encore fermé, parce qu'il y a encore des gens qui sont présumés assassins Tout à fait. qui se trouvent en prison Tout à fait. et qui sont toujours là. Une trentaine de personnes. Et celui dont vous appelez le fils, encore un autre problème qui fait du mal au peuple congolais, parce que vous savez que nous avons une constitution, et la constitution disait que pour briguer à la magistrature suprême, il faut être né de père et de mère originaire de la République démocratique du Congo. Or, il y a votre compatriote ici. Non, votre compatriote Moïla Chiembe me dit que c'est faux. Bon, ça c'est un autre problème. Ah ben, Okay? oui, Parce que c'est que je sais que ce monsieur, jusqu'à ce qu'il est arrivé à Kisangani, on l'appelait commandant Hippo. Et à Kisangani, du coup, nous avons entendu le nom de Kabila à son fils. J'étais au pays, je me rappelle. Oui. Ça, c'est un autre problème. Et tout le monde sait bien que ce garçon était un ancien soldat de FPR, c'est-à-dire le Front patriotique rwandais. Aujourd'hui, il se retrouve à la tête de la République démocratique du Congo en tant que général. Moi, je ne sais pas quelle est l'école à laquelle la République démocratique du Congo a dû payer l'argent pour pouvoir le former. C'est encore un autre problème. Alors, dire aujourd'hui que le monde occidental a misé sur lui, c'était tout à fait normal parce que il est là grâce à Paul Kagame. Et comme nous savons bien, on l'a bien dit tout à l'heure que le Rwanda avait déjà un projet sur la République démocratique du Congo. Lorsqu'on regarde même l'AFDEL, et avec, comment il s'appelle, James Kabarebe, qui raconte bien l'histoire de l'AFDEL, comment ça s'est créé, on comprendra pourquoi Joseph Kabila est aujourd'hui président de la République en train de travailler pour le compte du Rwanda et de l'Ouganda. On a bien compris. Jean-Louis Tibalanga, je rappelle que vous êtes président de la Convergence pour l'émergence du Congo. Je vais écouter la réaction de Moïla Chiembe, qui lui aussi est congolais comme vous, mais enfin, je vois qu'il sursaute au fur et à mesure que vous parlez. Non, mais vous savez, nous sommes dans des sociétés démocratiques que chacun de nous peut avoir sa manière de voir les choses. Mais je pense que c'est ce débat sur la nationalité de telle ou telle personne, y compris sur celle du président. C'est même une question de filiation. À ce jour, ce n'est plus une question en débat, pour la simple raison que même les plus extrémistes des Congolais,
à l'époque de la prise de pouvoir par Laurent Désiré Kabila, il faut se référer. Même Monsieur Mbanda, qui était l'un des bras droits des services de renseignement de Mobutu, il avait tranché cette question. À supposer même qu'on la prenne dans le sens de ce qu'il avait dit. Il avait dit, Mbanda, publiquement, que lorsque, en 1983 ou 84, lorsque Laurent Désiré Kabila avait pris la ville de Moba, avec ses maquisards, et que, d'après cet homme de service de renseignement, après avoir récupéré la ville, il serait tombé sur les documents. Et en parlant des multitudes de documents qu'ils ont dépouillés, etc., Mwanda, pour justifier l'argument qu'exploite notre ami tout à l'heure, avait dit, dans ces documents, on disait que l'actuel président a été l'enfant adopté par Laurent Désiré Kabila. À supposer même que l'on prenne cette hypothèse d'un enfant qu'on a adopté. Mais dans le droit congolais, tout enfant adopté par un Congolais est Congolais. Donc, pour ne prendre que ce bout de raisonnement, si on fait confiance aux sources de Monsieur Mbanda et qui, selon d'après lui, ils sont tombés sur les documents, mais à supposer même que cet argument soit vrai, cet argument confirmerait que la personne dont on doute de la nationalité est congolais, ne fût-ce qu'en prenant l'argument que c'était l'enfant adopté par Laurent Désiré Kabila. Mais cette polémique est constante, permanente en RD Congo. Oui, mais à ce jour, en tout cas, il n'y a pas de débat sur cette question qui, à mon avis, bien sûr, il y a des Congolais qui sont libres d'avoir leur opinion. Vous voulez dire que la question est tranchée par le droit commun? Le droit commun l'a tranché parce que, à l'extrême, pour ceux qui nient que ce soit son fils biologique, à supposer qu'on mette cet argument à côté. L'autre argument qui a été présenté officiellement par l'un des tenants des secrets, puisque M. Timalanga parlait tout à l'heure des services de renseignement, et ce dernier dit que c'est un enfant adopté par Laurent Désiré Kabila. Donc, si on prenait cette hypothèse-là, c'est l'enfant de son père, parce que dans le droit congolais, tout enfant adopté par un Congolais est Congolais. Donc, ce sont des questions, à mon avis, sur lesquelles il ne servirait à rien de s'apaisantir. Bien sûr, chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire, mais ça ne peut pas régler les problèmes du Congo d'aujourd'hui et de demain. Mais on va écouter les auditeurs à présent, à qui je demande d'être bref, concis, pour qu'on puisse dire un maximum de choses en très peu de temps, enfin, avec le peu de temps qui nous reste en tout cas pour cette émission. On commence avec Monsieur Zach. Monsieur Zach, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Laloupo. Nous vous écoutons avec plaisir. Bon, voilà, je suis en train de vous suivre depuis le début. J'aimerais d'abord vous dire une chose, d'entrée de jeu d'ailleurs, que je m'insurge, voulais dire, contre l'introduction faite par vous-même lorsque vous dites que vous présentez Laurent Désiré Kabila comme étant le leader de la FDL, et lorsque vous présentez celui qui préside, je dis, qui préside entre guillemets au défilé des Congolais comme étant son fils, je me dis que votre raisonnement ou votre... Ce n'est pas un raisonnement, c'est une information officielle, hein, ce n'est pas un raisonnement. Jusqu'à nouvel ordre, Joseph Kabila est président du Congo et il est présenté comme le fils de Laurent Désiré Kabila. C'est un fait, hein. Ça c'est du factuel, c'est pas un raisonnement. Ce raisonnement-là est tout à fait erratique. Pourquoi? Ce n'est pas un raisonnement. Je commence par le fait de dire que Laurent Désiré Kabila n'a jamais été le leader de l'AFDL. Il était à la tête de l'AFDL, officiellement. Lorsque l'AFDL attaque le Congo en 96, lorsque commence l'agression en octobre, Laurent Désiré Kabila ne fait pas partie de la FDL. Mais, quelques temps après, ceux qui soutenaient la FDL ont dit aux Rwandais, écoutez, cette histoire risque d'apparaître aux yeux du monde entier comme étant l'agression d'un pays étranger vers un autre. Donc, il faut chercher de camoufler en prenant un Congolais et le mettre à la tête de votre mouvement juste pour camoufler. Et d'ailleurs, Paul Kagame le dit lui-même que lorsque il a eu ces conseils-là et que Museveni lui a demandé, lui a proposé de prendre Laurent Désiré Kabila, lui-même s'est demandé, mais qui est ce monsieur-là? Lorsque on lui présente Laurent Désiré Kabila, ça c'est Museveni qui le dit, c'est Kagame qui le dit, les images sont sur Internet. Il dit, mais c'est qui ce vieillard fatigué? Comment présenter comme étant le combattant, comme étant ceci?
Mais c'est D'accord. monsieur fatigué. C'est ce que disait Moïla tout à l'heure. Hein. Donc, allons un peu plus vite. Ça, c'est votre première démonstration, votre premier raisonnement. Voilà. Deuxième partie de votre intervention. Je vous dis déjà que Laurent Désiré Kabila n'a jamais été le leader de l'FDL. C'est une lecture. C'est une lecture de l'histoire. Deuxième chose. Voilà. Vous présentez. Joseph Kabila. C'est lui qui préside au décès des Congolais. Joseph Kabila. De son vrai nom Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, comme étant le fils. Je peux comprendre. Pourquoi je peux comprendre? Parce que le droit civil congolais dit qu'un enfant a pour père le mari de sa mère. N'est-ce pas? Un enfant a pour père le mari de sa mère. Ça, c'est le droit civil qui le dit. Mais l'article 11 de la Constitution, qui régit le Congo en ce moment, oui, définit exactement la nationalité congolaise. Elle dit qu'un Congolais, toute personne née de père et de mère congolais. Oui. Mais ça dit là on parle de Congolais d'origine. Mais on dit un Congolais par adoption, toute personne qui prend la nationalité par naturalisation. Donc Zach, selon vous, Joseph Kabila n'est pas congolais, c'est ça que vous voulez dire en fait? Il n'est pas congolais, il est congolais probablement par... en fait, il n'est pas congolais parce que son père est rwandais, sa mère est rwandaise, mais sa mère, excusez-moi, monsieur Laloupo, sa mère était la concubine de Laurent Désiré Kabila. Et donc, par rapport au droit civil, on dit qu'un enfant a pour père le mari de sa mère. Or, cette dernière n'était pas la femme légitime de Laurent Désiré Kabila. Vous comprenez? Donc c'est un étranger qui aujourd'hui est à la tête du Congo, de la RD Congo. Je vous le rassure, je mets ma tête à couper, que Laurent Désiré, que Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, nous montre les documents, ne serait-ce que par lesquels ou avec lesquels il a sollicité la nationalité congolaise. Zach, restez en ligne, on va écouter la réaction de Moïla Tiembe. Bah, écoutez, notre ami a le droit de dire ce qu'il a envie de dire, ce qui est tout à fait normal dans une société démocratique. Mais il renvoie à la Constitution. La Constitution ne dit pas que pour être président de la République démocratique du Congo, il faut être de père ou de mère. La seule condition ou la condition principale, il faut être congolais d'origine. Mais qui est congolais d'origine? Et congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constituaient ce qui est devenu la République démocratique du Congo en 1960. Donc, ici, l'appartenance à la nationalité congolaise d'origine est liée à l'ethnie. Du moment où vous êtes le Congo, Luba, que sais-je encore, c'est par vos parents, c'est par votre ethnie que vous êtes congolais d'origine. Donc ça n'a rien à voir avec... D'ailleurs, vous savez qu'au Congo, il y a des sociétés congolaises patrilinéaires dont la filiation est faite à partir du père ou la filiation à partir de la mère. On a compris la réponse. Donc, à ce moment-là, on ne peut pas spéculer comme vous le faites. Pas courtoisie, je reviens à Zach. Zach, vous avez 1 minute, parce qu'après, il y a la pub pour conclure. Alors, je vais conclure en disant tout simplement ceci. Comme j'ai dit tout à l'heure là, que ce dernier est probablement, on peut le considérer comme Congolais si l'on veut être souple, comme étant Congolais par adoption. Or, la Constitution ne prévoit pas la gestion du pays au plus haut niveau par des Congolais par adoption. Ça, c'est moi là qu'on entend. C'est pour ça que je vous ai dit, monsieur Laloupo, que votre introduction était erratique pour 2 raisons. Ça y est, vous l'avez dit. Kabila n'a jamais été leader de l'AFDL. Vous l'avez dit. Celui qui préside actuellement, entre guillemets, au destin des Congolais, n'est pas un Congolais d'origine. Merci, Zach. Voilà. Écoutez, moi, je suis journaliste officiellement. L'histoire retient que M. Laurent Désiré Kabila était à la tête de la FDL. Et deuxièmement, c'est un fait aujourd'hui qu'on peut constater dans l'histoire immédiate. Joseph Kabila est président de la RD Congo. Je n'ai rien inventé. On marque une pause, une dernière dans cette émission. Retour dans 2 minutes, à tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. Et avec nos invités, Moïla Tiembe, directeur de l'Institut panafricain de géopolitique à Nancy, Jean-Louis Chibalanga, président de la Convergence pour l'émergence du Congo, qui a écouté tout cela au téléphone. Comme chaque année, la RD Congo a commémoré, on le disait, l'anniversaire de la mort de celui qu'on appelle le Moïse, Laurent Désiré Kabila. Donc, alors, selon Monseigneur Marini, Moïla, Monsieur Marini Bodo,
Il dit, il faut se souvenir de Laurent Désiré Kabila, c'est reconnaître ses œuvres. Alors, quelles sont ses œuvres aujourd'hui dans la mémoire collective des Congolais? Quelles sont les œuvres qu'il a accomplies, Laurent Désiré Kabila, qui constituent, je dirais, aujourd'hui une sorte d'héritage comme ça collectif? Disons que le premier héritage, c'est ce que notre ami, le polémiste, avait indiqué tout à l'heure, c'est la lutte, le combat. Laurent Désiré Kabila a fait le maquis pendant 30 ans. Vous savez, dans l'histoire, la vie d'un homme, 30 ans, c'est beaucoup. Il est même resté dans le maquis plus longtemps que celui qui passe pour l'éternité comme étant la grande figure africaine. Nelson Mandela a fait 27 ans. Ils ont en prison, mais Kabila n'était pas en prison, il était dans le maquis. Donc, quand on se bat pendant 30 ans et que le destin, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une conjonction de facteurs. Une conjonction de facteurs. Et son intelligence est dans, il fausse la main à ceux avec les armes et l'argent l'avaient amené au pouvoir. Donc, il y a là un héritage. Quand on veut changer des choses, il faut faire des sacrifices. Y compris, éventuellement, les sacrifices de sa vie. C'est ce qu'il a fait. Alors, le deuxième élément, c'est que Laurent Désiré Kabila, dès qu'il est entré à Kinshasa, tous ceux même ceux qui étaient contre lui, peuvent le reconnaître. Les prix avaient baissé. La discipline dans les aéroports. La police se tenait au carreau. Les gens avaient vu matériellement. Lui-même ne vivait pas dans le luxe. On parlait aussi du sort de pagaille quand même au gouvernement. Non, c'était un peu. Quand il est arrivé, les premiers 1 ou 2 mois ou 3 mois après son arrivée, tout le monde avait constaté à Kinshasa le changement dans l'esprit des gens, la régularité. Les gens arrivaient au travail à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il avait une nouvelle espérance. Il avait promis que les choses nouvelles se feraient, mais ça ne peut se faire qu'en comptant sur nos propres forces. Ça, c'était la deuxième idée. Laurent Désiré Kabila, dans le peu de temps, malheureusement, qu'il a gouverné, il avait dit aux Congolais, je n'ai pas de miracle à opérer. Si nous voulons que les choses changent au Congo, nous devons compter d'abord sur les propres forces des Congolais. Ça, c'était le deuxième acquis. Le troisième, évidemment. Ce qui est une formule marxiste. Qui est une formule, mais qui est une réalité. Non, mais ça n'a rien de négatif dans ma bouche. Non, je vous le concède. Mais c'est la preuve que si on veut les choses, on ne peut pas toujours voir l'autre. C'est la stratégie du bouc émissaire. Et Laurent Désiré Kabila avait éventré cette idée en disant, non, bien sûr, il y a des impérialistes, etc., qui nous combattront toujours. Mais nous ne pourrons y faire face que dans l'unité. L'autre idée de Laurent Désiré Kabila, c'est l'unité du Congo. L'unité du combat qu'il fallait mener. Pourquoi? Parce qu'il pensait que même si on est arrivé dans une phase de liberté, de démocratisation, de conférences nationales, etc., que les forces du marché seraient hostiles. Non seulement à son pays, mais aux pays comme on appelait naguère les pays du tiers-monde, et qu'il fallait retrousser les manches, qu'il fallait se battre, il fallait travailler. Donc, il a posé les fondements, les bases. À l'esprit du travail. Mais on n'a pas vu les résultats parce que voilà, tout ça a duré que 4 ans. Le travail a été sabordé par la brutalité de sa mort. Vous nous direz à la fin de l'émission d'ailleurs ce qu'il en reste, parce que les anciens combattants, les anciens compagnons de lutte de Laurent Désiré Kabila ont déclaré ceci: les dirigeants actuels doivent faire un effort pour appliquer absolument les idées de Laurent Désiré Kabila. Et voilà, faut savoir aujourd'hui si le régime actuel, est-ce qu'il y a des points communs entre le régime actuel et celui de Laurent Désiré Kabila? C'est la question évidemment aujourd'hui. Est-ce que ce que vous nous avez décrit là comme les fondements, je dirais, de l'action qu'allait mener Laurent Désiré Kabila ont connu ensuite une forme de continuité? On peut en douter, mais on va écouter les auditeurs rapidement. Daniel, s'il vous plaît, soyez bref, je vous en prie. Oui, bonjour Francis, bonjour les invités. Bon, comme il ne reste plus grand-chose, moi je vais aller tout droit au but. S'il vous plaît. Je pense que par rapport à l'héritage de Laurent Kabila, c'est l'homme qui a favorisé l'occupation de notre pays. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que si on va dans l'analyse, on va trouver vraiment que Laurent Désiré Kabila, pour des ambitions personnelles, a favorisé l'occupation de notre pays par le Rwanda et l'Ouganda. Et où à ce jour, je ne veux pas rentrer dans ces débats de celui qui gouverne le Congo aujourd'hui, mais tout le monde sait que celui qui gouverne le Congo aujourd'hui, M. Kabila, est l'homme qui crée tous les problèmes que le pays connaît aujourd'hui. C'est l'homme qui a créé M23 avec les Rwandais. Alors, s'il est Congolais, je me demande pourquoi il doit créer le M23 avec les Rwandais, tout en sachant que M23 a massacré des millions de Congolais, violés, pillés les richesses du Congo. Et on se rappellera du triste Ndabatouare qui a fait pareil.
Très bien. Et tout ce monde de personnes n'a jamais été arrêté par le gouvernement congolais et ni inquiété par la justice congolaise. En bref, Daniel, cet héritage n'est pas positif, selon vous, en tout cas. Hein? Ah non, absolument pas. C'est très bien, merci beaucoup. Kassim, pour terminer. Kassim. Bonsoir. Bonsoir. Au fait, moi, j'appelle de Paris, je suis ivoirien. Oui. Et j'aimerais dire aux Congolais de sortir un peu de ce débat de sang, de machin. Oui. Parce que je sais ce que ça a créé dans mon pays et je sais ce que ça continue de faire. D'accord. Écoutez, et ceux qui n'aiment pas Kabila, qui souffrent d'accepter que Kabila, il est le président du Congo. Donc on fait avec. Maintenant, pour le combattre, il faut d'abord mettre en place un système politique, des partis politiques, et élaborer un projet et aller le proposer au peuple. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'ils pourront sortir de la tête de l'eau. On a bien compris. Maintenant, il est congolais, il n'est pas machin, il est président. Donc il faut faire avec. Très bien, Kassim, merci, on va retenir ça. Voilà. Merci infiniment. Hein. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, les Ivoiriens sont les seuls à énoncer leur nationalité quand ils téléphonent dans les émissions. C'est quand même incroyable. Mais Francis, vous vous rendez bien compte que c'est pas pour vous, Kassim, que je dis ça. On est souvent, comment dirais-je, désemparés, désolés de voir que au Congo, comme dans la plupart des pays africains, nous sommes devant des situations tout à fait exceptionnelles. En Afrique, quelqu'un peut se lever en pleine journée ou en pleine audience, désigner un autre compatriote qui n'est pas du pays en cause, le déclarer étranger. Ici en France, aux États-Unis ou ailleurs, si on a affaire à quelqu'un où on conteste ce qu'il est, on va devant le juge en fonction de mobiles, de délits ou des crimes commis ou enfin on se présente devant le juge parce que le juge est le seul en fonction de preuves apportées qui peut dénier la nationalité à quelqu'un. Or, en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, les gens se payent ce luxe. D'ailleurs, depuis 2006, il était demandé, c'est dans la loi, toute personne qui a des contestations à faire, donc les candidats aux élections, notamment présidentielles. 2006, on n'a vu aucun candidat apporter la preuve devant la Cour constitutionnelle que Joseph Kabila n'était pas congolais. Il y a eu les élections de 2011. On n'est pas loin. Tous les opposants, y compris le grand opposant, étaient Tshisekedi. Personne n'est venu déposer devant la Cour la preuve que Joseph Kabila n'était pas congolais. Donc, ce débat-là, bien sûr, on comprend que les Congolais qui sont libres d'avoir leurs opinions, mais on ne peut pas laisser dire dans des médias comme Africa numéro 1 que Joseph Kabila n'est pas congolais. Tout cela parce que les Congolais ont quand même très mal au Rwanda, hein, on le sent bien. Hein. Oui, mais qu'il y ait des approximations dans les analyses des uns et des autres, mais on ne peut pas s'autoriser à dire ce n'est pas un Congolais parce que mais c'est lui qui prétend qu'il a la mère était ou de ceci ou de cela, mais qu'il amène ses preuves s'il est candidat demain au Congo, qu'il amène ses preuves devant les juridictions congolaises. Et si on lui donne raison, il pourra avoir... D'ailleurs, qu'est-ce qui lui donnerait comme raison? Tous les Congolais sont libres de postuler. On va laisser conclure. On va laisser conclure Jean-Louis Tchibalanga. Il nous reste très peu de temps. Voilà, oui, rapidement. Je veux vite parler parce que ce monsieur, je pense qu'il est en train de préparer un poste au pays. Je veux lui poser juste une question. C'est de quelle juridiction, justice qui parle au Congo? Une justice qui octroie justement l'illégitimité à Joseph Kabila qui a été reconnu partout comme un délinquant, avoir triché et fraudé. Ça, c'est une question. Une deuxième question, c'est au monsieur ivoirien là. Il ferait mieux de s'occuper de son pays qui a eu l'avantage de la résolution des Nations Unies. Ça ne vous honore pas. Ils lui ont accordé ce qu'on appelle la résolution 1975 reconnaissant Ouattara comme président. Merci Jean-Louis Tchibalanga, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup, on vous réinvitera. De Moïle Tchiembe. Merci aussi à Jean-Louis Tchibalanga qui doit être un peu énervé parce que il est arrivé un peu, on a dû l'interrompre à cause du chrono. On vous réinvitera, mon cher Jean-Louis Tchibalanga, président de la Convergence pour l'émergence du Congo. Merci à tous les auditeurs qui ont contribué, qui ont apporté leur contribution à ce débat. Merci à l'équipe du Grand Débat, à Stéphanie Hartmann, chargée de production, à Jérémy Djibis-Boucher qui a réalisé cette émission avec toujours le même talent et avec d'ailleurs beaucoup de patience et de calme et de concentration. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1 et prenez soin de vous. Africa numéro 1, le Grand Débat.